Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice d'oral. Donc je sais que vous êtes assez nombreux à être toujours dans votre préparation des oraux. Certains d'entre vous ont déjà eu les résultats parmi les SP pour le concours XENS. À l'heure où je tourne cette vidéo, les résultats pour les concours mines centrales CCP vont pas tarder à arriver. Donc je me doute que tout le monde est actuellement dans la période de révision, donc j'espère que cette vidéo vous servira pour vous aider dans votre préparation. Alors, comme d'habitude, j'avais mis dans la vidéo précédente un petit questionnaire dans lequel je demandais quels étaient les exercices que vous vouliez qu'on résolve la prochaine fois. Donc j'ai eu 3 réponses. J'ai eu une réponse pour un oral ENS, j'ai eu une réponse pour un exo faisable en sup tiré de mine ou de polytechnique, et j'ai eu une réponse pour un exercice de centrale avec Python, parce que c'est vrai que c'est assez peu présent sur Internet. Donc pour essayer de contenter le plus de personnes, j'ai choisi aujourd'hui de faire un exercice tiré de l'ENS Ulm, mais faisable en sup, et je ferai sûrement dans la prochaine vidéo un exercice de centrale avec du Python. Vous trouverez également dans cette vidéo une section commentaires dans laquelle je pose toujours la même question, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les prochaines vidéos. S'il y a plus de réponses que pour le central Python, je ferai autre chose. Vous êtes encore nombreux à me demander un central Python, moi je vais essayer de me dépêcher pour sortir une vidéo central Python assez rapidement. Donc sans plus attendre, on passe au jingle et on se retrouve juste après pour l'exercice Ulm faisable en sup. Voilà, alors on se retrouve maintenant pour l'énoncé de l'exercice de Ulm faisable en sup. Donc dans cet énoncé, on vous présente une matrice A réelle et on vous dit que c'est une matrice stochastique. On vous donne lambda, une valeur propre de A de module 1, et grand X, avec les composantes x1 jusqu'à xn, un vecteur complexe à n éléments, et on vous dit que c'est un vecteur propre qui est associé donc à la valeur propre lambda. Il y a 3 questions dans cet énoncé. Donc la première question, on vous dit si xi est une composante de grand X de module maximal, montrez que lambda xi est encore une composante de grand X de module maximal. Petit 2, en déduire que lambda est une racine mième de l'unité avec m plus petit ou égal à n. Et enfin, petit 3, on suppose que pour tout i dans un n, aii est différente de 0, et il faut montrer que la seule valeur propre de grand A de module 1, c'est 1. Et donc ça, c'est un exercice tiré de l'ENS Ulm. Alors la première chose à constater dans cet énoncé, c'est qu'on vous parle de matrice stochastique sans vous en dire plus. Donc évidemment, si vous arrivez le jour de l'oral à l'ENS Ulm, c'est toujours valorisé d'avoir une connaissance générale en mathématiques. On va chercher à recruter des étudiants qui ont un attrait particulier pour les maths. Donc c'est toujours mieux de savoir ce que c'est qu'une matrice stochastique lorsqu'on se présente à l'oral de l'ENS Ulm. Donc, définition simple de Wikipédia, on vous dit qu'en mathématiques, une matrice stochastique est une matrice carrée, finie ou infinie, dont chaque élément est un réel positif et dont la somme des éléments de chaque ligne vaut 1. On appelle aussi ces matrices stochastiques des matrices de Markov. Si vous voulez impressionner votre examinateur le jour de l'oral, vous pouvez même lui dire que ça correspond en proba à une matrice de transition d'une chaîne de Markov. Pour ceux qui sont curieux, on va pouvoir voir un petit peu ce que c'est qu'une chaîne de Markov. Donc en fait, une chaîne de Markov, c'est juste un processus stochastique, donc c'est-à-dire que c'est une suite de variables aléatoires. Et cette suite de variables aléatoires, elle a la propriété que la prédiction du futur à partir du présent n'est pas rendue plus précise par des éléments d'information supplémentaires concernant le passé. Mathématiquement, ça veut dire que la probabilité d'avoir xn plus 1 qui est égal à j, sachant que xn est égal à i, ça va être la même chose que la probabilité que xn plus 1 est égal à j, sachant qu'on a plein d'autres informations sur x0 jusqu'à xn-1, mais toujours xn est égal à i. En fait, ça veut simplement dire que pour prédire xn plus 1, on a juste besoin de xn. Avoir des informations sur les variables précédant xn, ça ne rajoute pas d'informations utiles pour connaître le futur ou pour plutôt prédire le futur. Ce qui se passe dans les chaînes de Markov, c'est que souvent on va considérer des chaînes de Markov dites homogènes pour laquelle la probabilité de transition est indépendante de n. C'est-à-dire que la probabilité que xn plus 1 est égal à j sachant xn est égal à i va être la même que la probabilité que xn soit égal à j, sachant que xn-1 était égal à i. Donc en fait, cette probabilité de transition de l'état i à l'état j, elle ne va pas dépendre de l'indice n dans lequel vous vous situez. Lorsqu'on est en présence d'une chaîne de Markov dite homogène, on va pouvoir dresser ce qu'on appelle la matrice de transition. Et la matrice de transition, c'est simplement la matrice qui va vous donner dans chaque case la probabilité de passer de l'état la ligne i pour aller vers l'état la colonne j. Donc par exemple, si vous êtes à l'indice ij dans votre matrice, donc vous avez à ce niveau-là la probabilité de transition de l'étape i à l'étape j.
Donc la particularité de ces matrices de Markov, c'est évidemment que sur une même ligne, on va avoir la probabilité de passer de l'état i à tous les états possibles j. Et donc en fait, la somme de tous les coefficients qui sont dans une ligne va faire 1, puisqu'on va sommer tous les états possibles de transition de l'état i vers un état ultérieur j. Et donc en sommant toutes ces probabilités, on a sommé l'intégralité des possibilités, et donc on obtient forcément une probabilité de 1. Donc voilà, c'est ça les matrices de Markov ou les matrices stochastiques. C'est simplement des matrices réelles dans lesquelles chaque indice représente en fait une probabilité de passer d'un état i à un état j, et la particularité c'est que la somme de tous les éléments sur une même ligne fait 1. Donc évidemment, on se retrouve dans une matrice stochastique avec uniquement des coefficients réels compris entre 0 et 1, et la somme sur une même ligne qui fait 1. Donc voilà, on peut maintenant passer à la résolution de l'exercice. Donc voilà, je vous rappelle que pour la première question, on vous donne xi, une composante de grand X de module maximal, et il s'agit de montrer que lambda xi est encore une composante de grand X de module maximal. Évidemment, puisque lambda elle est supposée être de module 1, on va avoir le module de lambda xi qui va être égal au module de xi. Le module de lambda il est égal à 1 par hypothèse, donc le module de xi il va être égal au module de lambda xi, qui est lui-même égal au module de lambda module de xi, et voilà, donc tout est égal. Donc le module de xi, il est égal à 1 fois le module de xi, qui est égal donc au module de lambda fois le module de xi, qui est égal au module de lambda xi. Donc le fait que xi soit une composante de x de module maximal, on est déjà assuré que lambda xi va avoir le même module que xi. Donc la seule chose qu'on a à vérifier maintenant, c'est que lambda xi est bien une composante de grand X. Donc déjà, on va commencer par faire une hypothèse assez naturelle, c'est de supposer que lambda n'est pas égal à 1, parce qu'évidemment, si lambda est égal à 1, c'est trivial. Donc si lambda n'est pas égal à 1, on va maintenant essayer de se servir de ce qu'on a comme hypothèse dans l'énoncé. Donc ce qu'on a comme hypothèse dans l'énoncé, on a que lambda est une valeur propre de la matrice grand A, et que grand X est un vecteur propre associé à cette valeur propre. Donc ce qu'on va avoir, on va avoir AX égale lambda grand X par hypothèse. Donc arrivé à ce moment-là, on va essayer de traduire cette équation A grand X égale lambda X en décomposant ce qui se passe sur chacune des lignes du produit matriciel. En effet, ce qu'on a comme hypothèse dans l'énoncé, c'est que grand A est une matrice stochastique, donc que chaque ligne de A se somme à 1. L'énoncé il nous pousse ainsi à travailler sur les lignes de grand A. Donc on va aller dans le sens de l'énoncé et on va essayer d'aller travailler sur les lignes de la matrice grand A. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que pour tout k qui est dans un n, on va avoir lambda xk qui va être égal à la somme pour j égale 1 à n des akj xj. Ça maintenant, on va s'intéresser simplement à la ligne i, puisqu'on nous dit xi qui est une composante de grand X de module maximal. Donc on va aller s'intéresser seulement à la ligne petit i. Donc si on écrit ça seulement sur la ligne petit i, on a pour i l'indice de xi, on obtient lambda xi est égal à somme pour j égale 1 à n de aij xj. En particulier, on sait que xi il est de module maximal, et on sait que grand X c'est un vecteur qui ne peut pas être nul, puisque par définition c'est un vecteur propre. Je vous rappelle qu'un vecteur propre il est toujours non nul. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir diviser tout le monde par xi. Avant de diviser par xi, on va aussi séparer dans le membre de droite, ici, on va séparer les xj des xi, avec j différent de i. Donc on va se retrouver avec lambda xi qui va être égal à aii xi plus somme pour j différent de i de aij xj. Et ensuite, on va pouvoir tout diviser par xi et faire passer aii à gauche. On va se retrouver avec lambda moins aii qui va être égal à somme pour j différent de i de aij xj sur xi. Une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? On va essayer de regarder où se situe lambda sur le cercle unité. Donc on sait que lambda il est de module 1, on va essayer de savoir un petit peu où est-ce qu'il peut se trouver sur le cercle unité. Donc ce qu'on va savoir, c'est que 1 moins aii, c'est égal à module de lambda moins aii. Ça, c'est plus petit que la valeur absolue de lambda moins aii, qui est elle-même plus petite que la somme pour j différent de i de aij xj sur xi. Pourquoi est-ce que là, je ne mets pas de valeur absolue? Parce que, évidemment, les coefficients de la matrice grand A, c'est des coefficients qui sont réels positifs. Ici, on a la valeur absolue de xj sur xi. Je vous rappelle que xi, c'est l'élément qui est de module maximal dans les composantes de grand X. Donc ça, c'est encore majoré par simplement la somme pour j différent de i des aij. Et on sait que la somme sur une même ligne des coefficients de la matrice grand A, elle se somme à 1. Donc la somme de tous les aij
ij pour j différent de i, c'est égal à 1 moins l'élément qu'on n'a pas compté qui est aii. Donc ça, c'est égal à 1 moins aii. Et donc en fait, on se rend compte qu'on est parti de 1 moins aii, on a mis que des inégalités pour réarriver à droite à 1 moins aii. Donc là, on se rend compte que toutes les inégalités sont des égalités. Et ça, c'est un point qui va être hyper important, parce qu'à partir de ce qu'on vient de remarquer ici, que toutes les inégalités sont des égalités, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Déjà, la première égalité qu'on a, c'est que 1 moins aii, c'est égal à lambda moins aii. Donc qu'est-ce qu'elle nous signifie cette égalité? Elle nous signifie que lambda, il est sur le cercle de centre aii et de rayon 1 moins aii. Et donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Qu'est-ce qui se passe si aii, il est strictement supérieur à 0? On sait que aii, par définition, c'est un coefficient de la matrice grand A, donc il est positif. Il est positif et il est même compris entre 0 et 1. Qu'est-ce qui se passe si ce aii, il est différent de 0? Si aii, il est strictement supérieur à 0, ce qu'on va avoir, c'est que le cercle de centre aii et de rayon 1 moins aii, il va être tangent au cercle unité. Donc je vous fais un petit schéma pour que vous voyez ce qui se passe. Si là, vous avez le centre 0 et que vous tracez le cercle unité, donc on va tracer le cercle unité en noir. En noir, on a tracé le cercle unité. Maintenant, on va venir placer aii, disons ici par exemple, et on va tracer le cercle de centre aii et de rayon 1 moins aii. Donc le cercle de centre aii et de rayon 1 moins aii, il va venir être tangent comme ça au cercle unité, avec là il se touche, ici là il y a une touche à un endroit sur le cercle, et nous le seul problème qu'on va avoir, c'est que lambda il va appartenir aux deux cercles. Donc lambda il va à la fois appartenir au cercle unité, et à la fois appartenir au cercle de centre aii et de rayon 1 moins aii. Il y a un point aussi sur lequel j'ai pas insisté, c'est le fait que ce cercle il est tangent intérieurement, parce que aii, il est compris entre 0 et 1, puisque les coefficients de grand A sont compris entre 0 et 1. Donc ce cercle-là, il est tangent intérieurement au cercle unité. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que mon schéma, il est assez mal fait, puisque j'ai placé aii au hasard à l'intérieur du cercle unité, sauf que aii, on sait également que c'est un réel. Donc en fait, aii, il va se placer sur cette droite-là. Et puisque aii, il est sur cette droite, et qu'en plus de ça, il est positif, aii, il va simplement être ici sur cette droite-là. Et donc en fait, quand on va placer aii et qu'on va tracer le cercle de centre aii et de rayon 1 moins aii, on va le faire en bleu, on va avoir aii ici, et on va avoir le cercle qui va être quelque chose comme ça. On va avoir le fait que lambda, puisqu'il appartient aux deux cercles, il va forcément être égal à 1. Parce que le seul endroit où il va y avoir une intersection entre le cercle de centre aii et le cercle unité, ça va être en 1. Je vous rappelle que ça, c'est simplement lié au fait que les coefficients de la matrice grand A, ils sont positifs réels. Donc lambda égale 1, c'est la seule solution si aii il est strictement positif. Sauf qu'on a supposé dès le début de la solution de l'énoncé que lambda il pouvait pas être égal à 1, sinon on a résolu l'énoncé directement. Donc ce cas de figure n'est pas possible, et ce qu'on vient de trouver, c'est que le coefficient diagonal de la matrice grand A au niveau de la ligne I, il est forcément nul. Et ça, c'est le premier résultat important qu'on a trouvé dans la résolution de cet exercice. Donc je vous résume rapidement ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver qu'à l'indice I, tel que xi est de module maximal, on va avoir aii, donc l'élément diagonal de A à la ligne I, où l'indice xi est de module maximal dans grand X, on va avoir ce coefficient-là qui va être nul. Et donc, en particulier, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un ensemble qui va être non vide, qui va être l'ensemble qu'on va appeler grand I, des indices j différents de i, tels que aij, qui soit différent de 0. Cet ensemble-là, il est non vide, simplement parce qu'on a montré que aii, il n'était pas égal à 1 en fait. Donc comme la somme de tous les coefficients de grand A sur la ligne I, ça doit être égal à 1, et puisqu'on a montré que aii, il était nul, on a forcément des coefficients qui ne sont pas sur la diagonale principale sur la ligne I et qui vont être non nuls. Forcément, puisqu'il faut que leur somme soit égale à 1 alors que le coefficient diagonal, lui, est nul. Donc, dans les coefficients qui ne sont pas diagonaux, il y en a forcément un certain nombre qui est non nul. Donc voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé que sur la ligne I, il y avait des éléments non diagonaux qui étaient forcément non nuls. On a également trouvé dans la succession d'inégalités qui s'est avérée être une égalité, un deuxième point important. On a trouvé que la somme pour j différent de i des aij xj sur xi était égale à la somme pour j différent de i des aij. Ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tous les complexes aij xj sur xi, donc pour tout j différent de i, aij xj sur xi, sont tous sur une même demi-droite. Et qui plus est, cette demi-droite, elle est d'origine 0. En particulier, cette propriété, elle est intéressante seulement si les coefficients aij qu'on a là, ils sont non nuls. Donc cette propriété, elle va être intéressante pour les petits j qui appartiennent à l'ensemble grand I qu'on vient de définir. Donc pour tout j qui appartient à grand I,
on va avoir AIJ, XJ sur XI, tous sur une même demi-droite d'origine 0. Et enfin, le troisième point qui va être important, c'est que pour tout J appartient à grand I, on a montré que AIJ, XJ sur XI, c'était égal à AIJ. Donc, en particulier, que XJ était égal à XI. Et donc, le fait que pour tout J qui appartient à grand I, XJ, il soit de même module que XI, ça va également nous permettre de dire qu'ils s'écrivent tous sous la forme xj qui est égale à exponentielle iθ fois xi. Donc vous savez que deux complexes qui ont le même module, ils sont égaux à une exponentielle complexe près. Donc pour tout j qui appartient à i, il existe θ qui appartient à 0 de pi, tel que xj, il est égal à exponentielle iθ xi. Et donc, au final, si on reprend la toute première équation qu'on avait, donc je vous rappelle qu'on avait lambda moins aii égale à la somme pour j différent de i des aij xj sur xi, si on remplace tout ce qu'on vient de trouver dans 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que 1, 2 et 3 vont nous prouver lambda est égal simplement à la somme pour j différent de i des aij exponentielle iθ, puisque xj est égal à exponentielle iθ fois xi divisé par xi, il nous reste que le exponentielle iθ, des aij exponentielle iθ, et c'est égal à 1, parce que tous les j qui sont pas dans grand I, ils sont nuls. Je vous rappelle que dans grand I, on a tous les éléments extra-diagonaux qui sont non nuls, et le coefficient diagonal la ligne petit i, il est également nul, comme on l'a prouvé en petit 1. Donc, ce qu'on a prouvé, c'est que lambda est simplement égal à exponentielle iθ. Il y a peut-être un point également que j'ai pas souligné, c'est le fait que ce θ, il est commun à tous les j en combinant 2 et 3. En fait, on a trouvé dans petit 2 que tous les xj sur xi sont tous sur une même demi-droite d'origine 0. Donc ensuite, quand on écrit xj est égal à exponentielle iθ xi, en fait, ce qu'on va trouver, comme ils sont tous sur la même demi-droite, c'est que tous les xj sont égaux à exponentielle iθ fois xi avec le même θ. Donc en fait, là dans mes quantificateurs, quand j'écris pour tout j appartient à i, il existe θ appartient à 0 de pi, tel que xj est égal à exponentielle iθ xi, mais en fait, en me servant de petit 2, je peux même réécrire ça en inversant ici le il existe et le pour tout, pour avoir un θ qui est commun à tous les indices petit j qui sont dans grand I. Donc ce qui nous fait que ce exponentielle iθ, il va être commun à tous les xj, et c'est ce qui me permet là de le sortir de la somme en fait. C'est ce que j'ai pas précisé au moment où je l'ai expliqué, mais voilà, je reviens dessus parce que c'est vrai que c'est important de bien s'en rendre compte et de bien le visualiser. Et donc en fait, une fois qu'on est arrivé là, on a fini l'exercice. Puisqu'on vient de se rendre compte que lambda, il est égal à exponentielle iθ, ça va nous donner que xj, il est égal à lambda fois xi, donc tous les xj pour j dans grand I, je vais le noter ici. Et donc en particulier, on a montré là que si lambda était une valeur propre de module 1, on a bien lambda xi qui est toujours une composante de grand X. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que dès que lambda est une valeur propre de grand A de module 1, on va avoir lambda xi avec xi qui est de module maximal, qui va forcément être égal à une autre composante du vecteur grand X. Donc on a bien montré que lambda xi était encore une composante de grand X, et donc on a terminé cette première question. Voilà, donc cette première question touche à sa fin, elle était assez laborieuse, je suis complètement d'accord que c'est assez difficile de trouver ça tout seul, en vous donnant les 3 étapes intermédiaires qu'on a faites ensemble, c'est-à-dire montrer que le coefficient AII est nul, puis montrer que tous les éléments sont sur une même demi-droite, puis montrer que tous les éléments extra-diagonaux qui sont non nuls sont tous situés sur une même demi-droite d'origine 0, et enfin montrer que tous ces éléments extra-diagonaux qui sont non nuls s'écrivent sous la forme exponentielle iθ fois xi, et ensuite conclure. Si on vous donne toutes ces étapes intermédiaires, normalement ça devrait aller. Évidemment, les trouver tout seul, c'est mieux, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une excellente note, mais voilà, c'est quand même très difficile, il faut en avoir conscience, et ça demande quand même beaucoup de réflexion pour réussir à trouver ça tout seul, spécialement en temps limité. On passe donc maintenant à la deuxième question de l'énoncé, dans laquelle on vous demandait d'en déduire que lambda est une racine mième de l'unité avec m qui est plus petit que n. Donc on va supposer encore là que lambda est différent de 1, sinon c'est immédiat, et on va noter petit k le nombre de coordonnées de grand X qui sont de module maximal. Donc maintenant qu'on a le nombre petit k de composantes de module maximal de grand X, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème des tiroirs pour en égaliser au moins 2. On va avoir que xi, lambda carré xi, etc., la suite jusqu'à lambda k xi, sont tous des composantes de grand X de module maximal. Pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Simplement parce qu'en partant de xi, on a montré que xi était une composante de grand X de module maximal, et on a montré que les xj
sont tous égaux à lambda xi et sont encore des composantes de grand X de module maximal. Donc une fois qu'on prend lambda xi, lambda xi c'est toujours une composante de grand X de module maximal. Donc en le multipliant par lambda, on va retomber encore une fois sur une composante de grand X de module maximal, et etc. Donc à chaque fois qu'on multiplie par lambda, on retombe sur une composante de grand X de module maximal. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a k plus 1 éléments qui sont tous des composantes de grand X de module maximal, alors que nous, on a noté petit k le nombre de coordonnées de grand X qui sont de module maximal. Donc en fait, là, par principe des tiroirs, on a forcément deux éléments là-dedans qui sont égaux. Donc voilà, dans la suite des lambda puissance pxi pour p qui va de 0 à k, on a au moins deux éléments qui sont égaux. Donc on va prendre r et s, deux éléments de 1k, tels que lambda puissance r xi soit égal à lambda puissance s xi, avec R qui va être strictement plus petit que S. En particulier, si maintenant on divise de part et d'autre par lambda puissance R xi, on va se retrouver avec 1 qui va être égal à lambda puissance S moins R. Et donc, en posant M est égal à S moins R, on va se retrouver avec 1 qui est égal à lambda puissance m. Et ainsi, on a conclu la question 2 qui nous demandait de montrer que lambda était une racine m de l'unité. On a donc bien montré qu'il existe un m compris entre 1 et n, tel que lambda puissance m est égal à 1. On passe donc maintenant à la dernière question de cet énoncé, qui en fait a déjà été résolue. On vous disait, en supposant que pour tout i de 1n, aii est différent de 0, il fallait montrer que la seule valeur propre de a de module 1 était 1. Donc on a montré que si aii était différent de 0, c'est-à-dire aii strictement supérieur à 0, eh bien la seule valeur propre de a de module 1 qui existe, c'est la valeur 1. Et voilà, donc cet exercice touche à sa fin. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires de la vidéo, c'est bon pour le référencement et en même temps ça me permet de mieux calibrer les exercices que je choisis pour vous les présenter. N'hésitez pas à me faire des retours positifs ou constructifs. Vous pouvez également me dire si le niveau de l'exercice était un peu trop élevé pour vous, si vous préférez que je revienne sur des exercices du niveau min central, ou si vous voulez qu'on insiste un petit peu plus sur des niveaux du type XENS. Voilà, je reste à votre écoute et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Naïel Prépa. Salut!